Nathalie et merci d'avoir accepté l'invitation sur Happy Ortho pour notre rubrique Un café avec. Et donc aujourd'hui, ce sera Un café avec Nathalie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bonjour Emeline, donc je m'appelle Nathalie Foumou-Moretti, je suis orthodontiste, j'ai un poste double, j'exerce en libéral et j'exerce aussi en centre hospitalier et notamment au centre de compétences défense et malformations faciales. Ah, merci. Je, Vas-y. j'ai justement cet exercice mixte me plaît puisque ça me permet aussi de développer une approche pluridisciplinaire et j'ai du coup la chance de travailler avec des orthophonistes au moins une fois par semaine. Super. Alors nous allons d'abord aborder la prise en soins dentaires des enfants qui présentent des difficultés sensorielles orales. Nous savons que le suivi de ces patients en cabinet dentaire n'est pas toujours facile en raison de l'approche orale qui est difficile pour ces enfants. Est-ce que Nathalie, tu pourrais nous éclairer sur ta manière de prendre en soin ces petits patients, les adaptations, la fréquence des suivis? Est-ce que tu as une approche particulière auprès de ces petits patients avec difficultés sensorielles orales? Alors, en fait, je ne sais pas si on peut parler d'approche spécifique parce que j'estime que chaque patient est spécifique. Et en dehors de ses sensibilités, effectivement, chaque patient a des troubles sensoriels à prendre peut-être différemment. Déjà, j'essaye de les voir le matin parce qu'on sait que la réceptivité d'un enfant est différente à 9h du matin et à 18h. Je ne les force pas à rentrer dans le cabinet, mais on voit déjà par rapport à leur attitude la possibilité qu'ils ont d'aller sur le fauteuil et la proximité qu'on va avoir. Justement, par rapport à ça, je me dis, par rapport à leur sensorialité, il y a une chose qui est spécifique en ce moment, c'est justement qu'en fait, en ce moment, plus personne ne se touche. Et du coup, l'important, c'est déjà pas se précipiter vers leur bouche. Donc, j'essaye, voilà, on va avoir une approche où je vais leur prendre la main, où je vais toucher le pull. Au fur et à mesure, je vais remonter un petit peu vers la bouche pour toucher les joues et pour ensuite, s'il le veut, ouvrir la bouche, mais que ce soit quelque chose de plutôt naturel. Et il ne s'agit pas d'introduire tout de suite des instruments en bouche. Déjà, on va regarder et puis après, je vais mettre mes doigts au bord des lèvres, on va toucher les dents et ensuite, si j'ai besoin d'un miroir ou d'une sonde, je vais y aller par palier. Donc déjà, ça c'est une petite approche. Après, c'est dans le ressenti de l'enfant. On sent si l'enfant est crispé, si... Voilà, il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Et donc, parfois, ça va être la première consultation où j'ai réussi réellement à faire un examen où je vais pouvoir inspecter avec le miroir, la prise, tout ce qu'il faut. Et puis, des fois, non. Mais ça va être au moins un rapport verbal et une mise en confiance. Et puis, à la deuxième fois, on va pouvoir peut-être aller plus loin, vraiment regarder la bouche. Il faut se laisser parfois au moins 3 séances pour justement qu'il appréhende des nouveaux lieux, des nouvelles personnes. Et la bouche, c'est quand même intime. Voilà, avec ces difficultés de sensorialité, on y va par étapes. Aussi, et ça, c'est parfois, on a une méconnaissance justement de la prise en charge potentielle aussi par l'orthophoniste. Et donc, dans le questionnaire médical, on aura vu s'il y a une prise en charge et s'il y a des problématiques. Et ça peut être intéressant d'appeler l'orthophoniste ou de diriger vers une orthophoniste pour justement savoir que il y a telle difficulté, sur quoi toi tu peux travailler, comment tu travailles et que ce soit un vrai partenariat. Ensuite, s'il y a des soins spécifiques par rapport à, par exemple, une prise d'empreinte. Parfois, on fait des prises d'empreintes. Certains praticiens, moi, je fais des prises d'empreintes optiques avec une caméra, ce qui est plus aisé. Quand on doit faire encore des empreintes avec la patte, par exemple, j'étais amenée souvent à donner les porte-empreintes, par exemple, aux parents,
pour qu'il y ait une adaptation à la maison. Et que naturellement, en fait, on dit, voilà, on met le soir après le brossage, on le met, on l'essaye, on l'enlève, pour que ça devienne un jeu et que l'enfant s'habitue. Il faut, je pense, jamais brusquer l'enfant, parce qu'en plus, c'est important, on fait partie d'une relation thérapeutique, et l'enfant, s'il se braque avec un thérapeute, il risque de se braquer avec d'autres. Et donc, il faut être très attentif à ce lien à garder avec l'enfant. Donc, voilà un peu pour mes points. Donc, du temps, une approche par étape, et effectivement, s'allier des parents et des autres professionnels qui travaillent avec l'enfant. Super, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment hyper intéressant et je pense que ça nous donne vraiment une idée un peu du parcours aussi de notre petit patient avec ses difficultés sensorielles chez le dentiste. Donc, super. Et maintenant, nous aimerions aussi, Nathalie, si tu veux bien, que tu nous parles du lien qu'on peut faire entre mastication et morphologie dentaire, entre problèmes de mastication et caries. Enfin, tout ce qui est plutôt l'approche que nous, on va appeler l'approche oromotrice. Alors, il faut déjà prendre en compte les adaptations et comment l'enfant est aujourd'hui. Voilà, on fait attention. Est-ce qu'il mange d'un côté? Est-ce qu'il mange de l'autre? Facilement, il nous le dira. En termes de mastication, c'est comme tout. C'est-à-dire que si vous courez que sur une jambe, eh bien, musculairement, il n'y a qu'un côté qui va travailler et il va y avoir des désordres qui vont apparaître. La bouche, c'est pareil. C'est-à-dire que l'enfant s'est adapté, par exemple, à manger quand. Et on va avoir, au niveau des masséters, au niveau de la musculature périorale, une modification. Si, par exemple, il y a quelque chose, par exemple, de l'évitement, il va y avoir la langue qui va se mettre d'un côté. Et s'il y a la langue qui se met toujours d'un côté, il risque d'y avoir une béance, c'est-à-dire que les dents vont plus toucher d'un côté. Quand l'enfant va mordre, les dents vont plus toucher, puisqu'il y aura la langue toujours entre deux. Plus facilement, vous pouvez voir, par exemple, quand l'enfant suce le pouce, les dents de devant ne se touchent pas, parce qu'en fait, c'est la place du pouce. Sur la mastication et sur les défauts de mastication et la position de la langue, par exemple, il peut y avoir ce phénomène et qui s'auto-entretient, puisqu'en fait, si les dents ne se touchent plus qu'à droite et plus à gauche, du coup, pour la réelle mastication, l'enfant ne va plus mastiquer qu'à droite et plus à gauche. Et ce dispositif s'auto-entretient. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'orienter la croissance et de rééquilibrer la mastication. Et il faut savoir que, justement, les dents et l'engrainement des dents se fait parce qu'elles se touchent entre elles. Et c'est cette fonction-là qui favorise la croissance. Donc ça, c'est effectivement hyper important. Et c'est hyper important de le prendre en charge tôt. Puisque comme toute habitude, plus elle s'est pérennisée, plus c'est difficile de l'en faire changer. Après, entre justement carie et mastication, on se rend compte que quand l'enfant mastique que d'un côté, en fait, on a naturellement, avec l'alimentation et la salive, un auto-nettoyage naturel. Et donc, on se rend compte chez des enfants que s'il mastique qu'à droite, on va avoir à gauche énormément de tartre, par exemple, et potentiellement pas d'auto-nettoyage naturel. Et effectivement, c'est un véritable équilibre à trouver. Au niveau carie aussi, il faut être très attentif parce qu'en fait, on dit il ne mange pas, il mange très mal, il ne mange pas de morceaux. Il y a une chose qu'on voit malheureusement, c'est que quand un enfant a un syndrome polycarieux, c'est-à-dire des caries nombreuses dans la bouche, une carie, ça fait mal. Et qu'il y a forcément un évitement de la douleur aux stimuli créés en fait par la carie. Et donc ça, on y fait parfois trop peu attention parce que effectivement, nous adultes, on sait bien qu'une carie, ça fait mal. Une carie sur une dent de lait,
ça fait mal aussi. Ok, merci. C'est vraiment hyper intéressant. Et je pense que nous, les orthophonistes, on fait bien le lien en fait entre notre intervention et la tienne, mais on en reparlera juste après. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le brossage de dents est un acte majeur de prévention, selon toi, hein, dans le champ des difficultés alimentaires? Alors, déjà parce que, comme je vous le disais, par rapport au caries, difficulté alimentaire, ça veut dire introduction d'aliments en bouche et mastication. Si on a déjà la carie et la sensibilité à la carie, si on a des douleurs, déjà, rien que le brossage, ça évite les caries et ça favorise effectivement la pérennité de la dent et la mastication, sans difficulté de sensibilité. Ensuite, au niveau, au niveau du brossage, ça apprend à l'enfant dès le plus jeune âge à introduire en fait un dispositif en bouche et à introduire un dispositif extérieur qui ne sera pas ingéré et qui perdure, et ça favorise aussi la prise de conscience justement de la forme de la dent et de l'arcade dentaire entre elles. Donc c'est pour ça que le brossage dans, on va dire, la prise de conscience buccale est aussi particulièrement importante. Donc voilà. Et avant tout, voilà, en acte de prévention par rapport à la carie et voilà, par rapport à cette prise de conscience. Super. Alors, dernière petite question, Nathalie, si tu es OK. Est-ce que tu pourrais nous parler du lien que tu fais avec les orthophonistes dans tes prises en soins et en quoi ce partenariat te semble important? Plus qu'important, il est indispensable, à mon avis, parce qu'effectivement, on travaille ensemble. La forme, une arcade est déformée, il y a une fonction derrière. Donc, un peu comme l'œuf et la poule, il y a une fonction, ça a dysfonctionné. Comme l'enfant est en croissance, la morphologie s'est modifiée. Comme la morphologie est modifiée, eh bien, la fonction ne peut pas être parfaite. Donc, ce serait une hérésie de se dire qu'on ne travaille pas ensemble. On ne peut que travailler ensemble, orthophonistes et orthodontistes. Et donc, bien souvent, moi aussi, anatomiquement, je peux modifier les choses et il est important que la fonction se normalise quand on a normalisé l'anatomie. Par contre, c'est par quoi on commence. Est-ce qu'on commence par la fonction ? Ou est-ce qu'on commence par justement l'anatomie ? Et alors là, c'est aussi une discussion. Parce qu'effectivement, par exemple, mes patients leur disent, mais si votre langue, elle sort toujours devant, mais les dents, elles ne peuvent pas bien se remettre. Donc, il faut que la langue, elle repart en arrière. Donc, parfois, on a des choses conjointes. C'est-à-dire, on va commencer par l'orthophonie pour qu'il y ait une prise de conscience. On va travailler anatomiquement pour bien remettre les choses. On va conforter ensuite par de l'orthophonie pour que dans la normalisation de l'anatomie, on ait les choses qui perdurent. Parce que si anatomiquement, en mettant des forces, chez un adolescent, quand on a des bacs, quand on a tout ça, et que c'est bien remis, si la fonction n'est pas optimale, on va avoir une récidive. Donc, c'est très important, effectivement, de travailler ensemble et de travailler en lien. Aussi, quand je mets chez un petit, vers 4 ans, 5 ans, par exemple, des dispositifs où je prévois, je me dis, ce serait bien que je puisse mettre une petite plaque d'intersection, ça, parce que, par exemple, le maxillaire est trop petit, j'essaye toujours aussi d'être attentive et je prends mon téléphone pour appeler l'orthophoniste pour savoir, il est en cours de traitement avec toi, qu'est-ce que tu fais, où t'en es ? Parce qu'effectivement, nous, on a des choses à faire, mais parfois, l'orthophoniste, elle est en train de travailler quelque chose et ce serait dommage qu'en cours, d'acquisition de certaines choses, nous, on vienne mettre un faux palais ou quoi que ce soit qui vienne perturber justement les progrès de l'enfant. Donc, il faut faire attention à nous,
nos interventions ne sont pas non plus anodines par rapport au travail de l'orthophoniste. Donc, c'est vraiment très important d'avoir du lien là-dessus et justement de communiquer pour amener le mieux à l'enfant. Super, bon, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, ce lien entre professionnels est hyper important dans l'accompagnement de l'enfant, donc avec des difficultés alimentaires, donc notamment sensorielles, mais aussi de mastication. Et c'est vrai qu'on a ce gros lien et c'est aussi la raison pour laquelle on est ravis de t'avoir pour ce premier café sur Happy Ortho. Donc c'était un café avec Nathalie. En tout cas, merci beaucoup Nathalie pour ta disponibilité, tes explications qui sont, me semble-t-il, très claires et hyper intéressantes. Vraiment un grand merci à toi et à bientôt. Bien, merci à toi Emeline aussi. Et merci pour cette initiative parce que je pense qu'effectivement, avant, la difficulté de la prise en soin, c'est vraiment la difficulté de l'information de chacun. Et on manque tellement de choses par défaut d'information, c'est « Ah, je ne savais pas »,« Ah, je… » Eh bien oui, soyons informés et merci pour cette initiative. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.